Vous avez fait un infarctus et vous le racontez à la fin du livre. Et Blues aussi. Et oui, nos points communs, c'est que nos livres, ils ont été payés très cher. Mais voilà, combien de stents vous avez? Un seul. Moi aussi, un. Ouais, Mais ne je croyez suis surtout pas les craintif. mettre. Parce que maintenant, les cardiaques, on les met sur des tapis roulants. Oui, bien sûr. On les fait pédaler. Et des Alors vous aimez qu'autrefois, le fond. c'était charentaise et canapé. Bon, en tout cas, prenez bien vos statines. On a le même traitement. Ah oui. Et vraiment, s'il vous plaît, restez en vie, c'est très important pour la littérature française. Bonsoir Jean-Louis Hézil. Bonsoir Frédéric. Et c'est un plaisir de vous voir. Vous êtes un grand critique, mais les gens connaissent un peu moins le romancier et l'écrivain. Seulement 4 livres en combien d'années? 50 ans? Oui. Hein? Je suis un écrivain rare. Non mais j'ai toujours adoré cette expression, Oui. un écrivain rare. Mais c'est vrai dans votre Parce que mais bon, C'est vrai. La chaise est votre 4e. une façon de dire, je suis un feignant peut-être. Ben, peut-être. En 50 ans, donc 4 livres. Celui-ci, c'est le dernier. Il vient de sortir chez Gallimard. Vous aviez commencé avec La Chante-pleure. en 83, Oui. aux éditions du Seuil. Oui, c'est vieux. Ensuite, Un Ténébreux, Oui. en 2003. Donc, vous aviez déjà mis 20 ans entre les deux Ah ben premiers. carrément, oui, Hein, oui, qui oui. était aussi au Seuil. Puis, Les Taiseux, en 2009, Oui. déjà chez Gallimard. Là, je me suis empressé. Il y a plus que ça fait seulement 15 ans. Oui, et puis ce livre avait obtenu un prix, le prix Maurice Genevoix, prestigieux, en 2010. Et puis, encore 16 ans d'attente, et il y a La Chaise qui sort en ce moment chez Gallimard. Alors, tout de suite, pour avoir une idée de votre style, qui est classique et très pur, et que j'admire, je vous demande de me lire un paragraphe que j'ai entouré. Pardon, j'ai abîmé votre livre. Je l'ai entouré au feu. non, vous voulez, non, mais je vais le. La première chose que j'ai apprise dans l'enfance, c'est à dissimuler. Je cachais mes curiosités et mes émotions, toutes mes pensées. Ensuite, le pli demeure et j'ai continué de feindre et d'enterrer les sentiments, quand bien même les comédies du monde adulte, ressassant à l'infini les turpitudes domestiques, n'exposent plus l'honneur des humiliés de naissance qu'à une démocratique indifférence. Mais il existe 2 façons de se taire. L'une consiste à se soustraire au devoir de la conversation, l'autre à s'y noyer, au contraire, sous un déluge de faux-semblants, de digressions trompeuses et de frivolités salutaires. Ainsi, replié dans son fort intérieur, on s'y protège derrière les fantaisies d'une apparence artiste. J'ai beaucoup pratiqué cette grimace et longtemps brouillé les pistes. On y gagne en mystère ce qui a le mérite d'éteindre dans les esprits les conjectures blâmables touchant votre lignage. Le bavardage n'est chez moi que du silence maquillé, une ruse de taiseux. Alors voilà, si jamais vous vous demandez ce que c'est qu'un livre bien écrit, ben voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci C'est gentil, beaucoup. merci. Oui, alors Merci à vous. c'est un style assez hussard. Un Ouais. peu comme Adios de Kléber Hédins, Oui. L'humeur vagabonde d'Antoine Blondin. Oui. Est-ce que vous êtes plus influencé finalement par des écrivains de droite alors que mais- vous étiez le grand critique du Nouvel Obs? Mais oui, mais c'est un paradoxe vraiment, parce que lorsque j'ai débuté ce petit parcours dans la critique, toute la littérature était à droite. Je me souviens, je crois qu'on comptait un écrivain de gauche à cette époque, j'ai même oublié son nom. Donc, Il y avait Oui, il y avait Bernard Franck, mais Bernard Franck était-il Franck. de gauche? Oui, voilà, déjà, c'est la première question. Il n'y avait pas, en tout cas, la littérature n'était pas exposée aux turpitudes, je dirais, des idéologies, des politiques, des consignes. La littérature, c'était le lieu de la liberté, voilà, c'est tout simplement. Oui. C'est vrai que vous écrivez plutôt de cette façon-là. Si vous citiez pas les Beatles à un moment où le film Goldfinger, on pourrait même se dire que c'est un roman qui a un siècle ou 2 de plus, hein. Oui, ça pourrait. Enfin, oui, je veux dire, je me suis peu exposé dans l'époque.
Oui, c'est vrai. Et même de bonheur, je veux dire. Non, sauf parfois, parce que l'écriture est donc extrêmement grand siècle, on pourrait dire, mais il y a une gouaille. Il y a une gouaille de temps à autre, à la Michel Audiard un peu, ou à la Jean-Louis Labadie. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Par moment, dans l'extrait que vous avez lu là, on a l'impression d'entendre une voix off des films de Dabadi. Est-ce que c'est une référence pour vous? Ah, mais complètement, oui. Je ne l'ai séquencé en chapitres que après l'avoir écrit, pour m'en tenir aux conventions ordinaires de la lecture, mais en même temps, il y a toujours ce ressassement intime. Oui. Voilà. C'est-à-dire l'écho, la résonance que l'époque ou l'événement que vous commentez peut avoir en vous, la façon dont elle se cogne à votre imaginaire, à votre pensée, enfin, et la pensée que ça peut faire naître. Enfin, bon, il y a tout cet aspect-là de soliloque, en fait. Mais est-ce que il y a toute votre vie dans ce livre? C'est vraiment, c'est de la suite des Taiseux, on peut dire, mais c'est vraiment, on peut le lire indépendamment. C'est un récit sur toute votre existence, votre enfance. Vous êtes le fils donc de Monsieur Hésine. Oui. Mais enfin le beau-fils de Monsieur Hésine. Oui. Et vous n'avez pas connu votre père. Non, je l'ai rencontré une fois, de ce qui est raconté ici. Donc je suis né de père inconnu. D'ailleurs, mon père identifié était lui-même né de père inconnu. Sa femme était née de père inconnu. Enfin, c'est une comment dire, une tradition en Normandie. Tradition d'être sans parents. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire on laisse la jeunesse se former et se grandir à l'abri des morales souhaitables, parce qu'au fond c'est toujours générateur de caractères mieux trempés, et qu'il faut laisser les jeunes se faire leur chemin, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Bon, vous dites des égarés de l'état. Je suis parti des égarés de l'état civil. Voilà. Vous dites né de père inconnu. Vous êtes plus dur dans le livre. Vous employez le mot de bâtard, qui est quand même une injure. Est-ce qu'en fait, votre père biologique, c'était sans doute un homme marié qui a rencontré votre mère brièvement et puis qui a disparu tout aussi brièvement, tout aussi rapidement. Oui, tout à fait. Et je l'avais raconté dans les Taiseux, mais c'est une chose qui lui est arrivée très souvent, puisque à la fin de mon enquête, j'en étais à 11 femmes et 7 enfants. 7 enfants non reconnus. Je parle des enfants non reconnus. Donc, je me suis découvert une fratrie, ou une demi-fratrie, abondante dans le pays d'Auge, entre Houlgat et Lisieux, Et votre mère, alors Madame Janine Bunel, était domestique. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'elle a rencontré votre père. Et puis elle était souvent en hôpital psychiatrique. C'est un livre, alors on en parle en souriant, mais c'est un livre très très douloureux, qui va au fond des choses. À un moment, elle a choisi de se noyer. Elle s'est suicidée en se noyant dans un étang près de Saint-Lô, l'étang Sainte-Marie. Après s'être déchaussée, d'ailleurs, c'est un détail qui m'a toujours frappé. Oui, avant de se jeter à l'eau, elle enlève ses chaussures. Oui, c'est ça. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que parce que à Lisieux, j'ai rencontré beaucoup de religieux, y compris des carmes d'échaux, qui m'ont expliqué la problématique des pieds nus. C'est ainsi qu'on se présente à Dieu, qu'on doit se présenter à Dieu, parce que c'est la position la plus humble qu'on peut adopter devant Dieu, c'est se déchausser. Voilà. Mais cela dit, pour répondre à ce que vous disiez, qui est parfaitement bien résumé, cette première partie de ma vie avec ma mère, donc parce que ma mère était une domestique très recherchée. Donc, ça fait qu'elle était employée par des gens qui avaient une certaine aura. Dans des châteaux. Dans des châteaux, etc. Donc, j'ai vécu pendant 4 ans comme un prince dans des châteaux. Dans des belles maisons. Des maisons sublimes de style gothique, vraiment anglais. Enfin, c'était merveilleux, quoi. Et alors, elle vous met Donc, j'ai eu l'impression de perdre un paradis lorsque j'en ai été arraché. Mais ensuite, vous avez vécu dans les pensionnats. À partir de l'âge de 11 ans. Oui. Comment était-ce
Ah, c'était terrible. C'était des prisons, c'était des prisons, c'était des pensionnats. Ah ouais, je parle du pensionnat où était mon père dans ce livre, Un homme seul. J'en profite pour faire un peu de pub. Ah oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu raconté, en fait, ces enfances qui sont enfermées avec de la discipline, avec le froid, la faim, les châtiments corporels. Vous avez connu tout ça? La mauvaise bouffe, oui, la bouffe à la louche, là. C'était terrible. J'ai connu ça. J'ai connu même gelé dans le dortoir parce qu'il n'y avait pas de chauffage non plus. Ouais. Et cependant, j'avais souhaité. Je venais d'un milieu j'étais tellement bas de conditions que je souhaitais qu'on ne m'arrache pas de ce pensionnat. Et je passais quelquefois ma nuit, excusez-moi, aux chiottes, pour apprendre par cœur un livre d'histoire qu'on m'avait remis. C'est comme ça que je suis incollable sur le siècle de Louis XIII. Depuis là, parce que je voulais pas qu'on m'arrache à ce pensionnat, je voulais qu'on me garde. Donc vous vouliez être un bon chef. J'étais là par la décision de maître qui m'avait eu en cours moyen et qui avait compris qu'il fallait m'isoler de ma famille, si vous voulez. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, non, mais c'est vraiment un livre très très bouleversant et très très bien écrit. Alors dans cette émission, nous avons un jeu qui s'intitule Devine tes citations. Ah oui. Cher Jean-Louis Hézine, je vais vous lire des phrases de vous et tirées de vos livres et vous devez me dire dans lequel vous avez écrit cette phrase. C'est un test de mémoire assez effrayant. C'est effrayant. Oui. Alors une première phrase. Mon saint Graal n'est pas celui des romans de chevalerie. Il se compose du monde inconnu au sein duquel je suis né, auquel j'ai été arraché, qui m'a été confisqué et dont je n'avais même pas le soupçon. Ah, c'est dans La Chaise. C'est dans le dernier, La Chaise 2025. Oui. Pourquoi d'ailleurs ce titre, La Chaise? Alors La Chaise, alors je vais vous dire, j'ai évidemment, comme tous les écrivains, j'ai fait une collection de titres. Je crois qu'elle a dépassé la centaine. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Le livre avançait et je ne voyais pas le fil. Et La Chaise s'est imposée tout simplement vraiment à la fin. J'avais pris des cours de théâtre à Caen lorsque j'étais étudiant en philo et j'étais allé voir un metteur en scène qui était très très connu à l'époque. Je vous dis de marcher d'une chaise à une autre chaise. Voilà, c'est ça. Et c'est ça l'entraînement de la comédie. Et en fait, il me dit bon ben là, t'as deux chaises. Alors on était sur la scène énorme du théâtre Maison de la Culture à Caen. Il y avait deux chaises, l'une est très éloignée l'une de l'autre. Ouais. Tu t'assois sur une chaise, puis tu te lèves, tu as l'air de penser à quelque chose, mais on veut pas savoir quoi. On va dire, on veut pas savoir quoi. Il faut que tu aies l'air de ne pas savoir à quoi tu penses, mais que tu as l'air vraiment de dire. Tu te lèves et tu vas t'asseoir sur l'autre chaise. Oui. C'est un peu décevant comme exigence de méthode. Les deux premiers cours, ça a été ça, donc j'ai renoncé au troisième, alors que lui, il m'encourageait. Et au fond de alors, il m'avait même dit, alors ça m'est resté. T'as qu'à imaginer que t'es un écrivain qui cherche ses phrases, qui cherche ses mots. Voilà. Alors ça, c'est merveilleux. C'est l'origine de votre Et puis il y a une autre raison pourquoi La Chaise, c'est que lorsque je me découvre une famille qui est finalement assez, je veux pas dire prestigieuse, mais qui a eu des actions héroïques, y compris à Omaha Beach. Ouais. Un joueur de cornemuse. Oui, etc. Et là, je découvre le violoncelle parce que pour moi, il s'agit de célébrer ce retour en grâce et retrouvailles avec mes aïeux. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Et mon idée, c'était d'apprendre à jouer du violoncelle. Et la première chose que vous apprenez au violoncelle, qui est un instrument impossible en fait, c'est à s'asseoir. Oui, il faut une bonne chaise. Voilà, il faut une bonne chaise, mais qu'elle soit pas trop confortable. Il faut s'asseoir sur le bout des fesses, etc. Et donc je me suis dit, oui, c'est le fil conducteur du livre, tout à fait. D'ailleurs, vous dites la chaise est un instrument à part entière. Oui, c'est ça, un instrument. Oui, comme l'archet et comme. On continue. Une autre phrase de vous. Oui. Dans quel livre avez-vous écrit cette phrase? Je ne me suis pas toujours appelé du nom que je porte. C'est les Taiseux. Les Taiseux. Et c'est comme si j'avais vécu une autre fois. Oui, elle est très belle, cette phrase. Si. Le beau-père Hézine. Oui. Il était violent. Oui. Et alcoolique. Oui. C'était un ancien de la coloniale. Ouais. Ma mère ne voulait pas rester
seule. Elle voulait me donner un père, et puis elle a pas fait le bon choix, on va dire. C'était quelqu'un aussi, non seulement d'alcoolique et violent, mais qui avait il avait eu un accident de moto qui l'avait estropié à vie. Il avait failli perdre une jambe, d'ailleurs, à cette occasion-là. Et il en avait, j'imagine, une immense rancœur qui a augmenté encore son tempérament, voilà. Brutal. Et alors, la chose la plus incroyable encore, aujourd'hui encore, quand j'y pense, c'est que lui et moi, nous ne nous sommes jamais parlé. Jamais. Il y avait un mur invisible entre nous. C'est incroyable. Quand j'y pense aujourd'hui, même, j'arrive même pas à le concevoir. J'ai développé tout cela dans les taiseux. Et c'est très curieux. Alors moi, je ne pouvais pas. Et lui avait dû se résoudre très vite à ne pas non plus, si bien qu'on ne s'est jamais parlé. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'échapper à l'autobiographie? Parce que finalement, non. Vos livres sont des livres très intimes. Oui. Vous n'avez pas réussi à être vraiment un romancier. Alors que pourtant, votre existence, on pourrait la comparer à une fiction, puisque vous ne connaissez pas votre père. Alors, c'est la difficulté inverse que j'ai eue. Oui. On m'a dit, toi, pourquoi inventer? Tu as une vie qui te... voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Et par exemple, j'ai publié un roman qui... Un ténébreux au seuil, il y a voilà. 83. On parlait tout à l'heure, oui. Et là, c'est un roman purement romanesque. Imagination, à partir d'une passion personnelle que j'avais pour le cyclisme, et le Tour de France notamment. Mais il m'a fallu une sorte de courage pour oser, pour franchir le pas de l'autobiographie. Je me cachais beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Je me cachais énormément. Vous racontez la rencontre. Alors c'est assez extraordinaire ce passage du livre. La rencontre entre Descartes et Pascal. Oui. Ils se sont rencontrés une seule fois. Oui. Ils ont 2 jours de suite, en fait. Le 23 et 24 septembre. De quelle année 1647. Et donc, c'est les deux plus grands penseurs français se rencontrent. Oui. Et de quoi ils parlent? Du vide. Et ils ne sont pas d'accord. Voilà. Et je trouvais que c'était supérieurement français. Avoir des deux cerveaux les plus considérables de ce temps-là. Parler du vide, déjà, c'est un choix. Et ne pas être d'accord sur ce qu'il est, alors c'est prodigieusement français, quoi. C'est magnifique. Et la rubrique Les conseils d'un professionnel. Alors là, vraiment, j'ai rarement reçu un homme aussi pro que vous en critique littéraire. Nous sommes des confrères et c'est pourquoi j'ai très envie de vous entendre sur vos choix de lecture. Oui. Donc, un livre qui donne envie de pleurer. Ah ben, Sans famille, d'Hector Malot. Ah oui. Ah oui. Oui, je l'ai pas lu, moi. Vous l'avez... oui, moi je l'ai lu. Et vous vous êtes identifié? Ah ben complètement, à Rémi. Quand Rémi voit passer ce qu'il ignore, cette jeune femme sur un canal, et il ignore que c'est sa mère qui le regarde passer. Ouais. J'ai vu le film aussi 10 fois. Enfin bon, c'est terrible. Et juste après, un livre pour arrêter de pleurer. Eh ben le même, parce que ça finit super bien. Ah ouais. Il retrouve ses parents. Et puis, il hérite d'une fortune, donc c'est parfait. C'est bien ça. Alors, auparavant, on a beaucoup souffert, on a vu mourir le petit singe, on a vu mourir le patriarche mendiant, ancien chanteur d'opéra qui l'avait accueilli et avec qui il faisait des numéros de cirque dans les villages. On a beaucoup souffert avant, mais ça finit sublime. Il y a une happy end. Donc j'irai le même. Un livre pour s'ennuyer, ça vous en avez peut-être lu beaucoup à l'époque. Oui, j'en ai lu beaucoup. Là, il y a vraiment pléthore. Mais mais je dirais quand même le désert des Tartares de Dino Buzzati, parce qu'au fond tout le livre se passe à attendre un événement qui n'arrive jamais. Non, c'est vrai. Oui. Ou alors il y a aussi L'ennui d'Alberto Moravia, tellement c'est bien décrit. Dans la catégorie des livres où on attend un truc qui n'arrive pas, il y a aussi Le Rivage des Sirtes de Julien Gracq. Ah oui, on pourrait dire Le Rivage des Sirtes. Ah oui, bien sûr. Un livre pour crâner dans la rue. Parce que je sais que vous êtes un gros frimeur. Oui, oui. Alors là, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Bien sûr. À condition de prendre crâner non pas au sens de frimer, mais au sens de se montrer crâne.
Don Quichotte, un peu gaillard, et ne pas avoir peur d'affronter la vox populi. Et comme c'est un livre, Harper Lee a écrit un bijou contre le racisme, et qu'on en a tellement besoin actuellement, je trouvais que c'était une façon... Voilà, une façon crâne de... C'est là où on voit que vous êtes resté un homme de gauche. Oui, voilà. Mais ça va s'arrêter là. Non, mais je sais pas. Un livre qui rend intelligent. L'idiot. Dostoïevski. Ah oui. C'est une très bonne réponse. Un livre pour séduire. Alors là, il faut un poète. Pour la drague, hein, c'est ça? Oui, bah oui. Il faut un poète. Donc par exemple, si vous êtes avec les fleurs du mal, vous allez être mal vu, vous allez faire peur, je crois. Oui, c'est ça. Non, mais je préfère Musset dans ce cas-là. Il faut mieux Musset. Oui. Un recueil de poèmes de Musset, ou sa pièce, On ne badine pas avec l'amour. Dans On ne badine pas avec l'amour, il y a tout sur l'amour, il y a tout sur la drague, les illusions, les malentendus, il y a tout. Donc, voilà. Très bon choix. Un livre que je regrette d'avoir lu. Alors, le mot regretter est un peu fort parce qu'en général, les livres n'ont pas le temps d'être lus, n'ont pas le temps d'être regrettés, qu'on les laisse tomber, quoi, et vous tombez. Mais malgré tout, si, j'ai eu un gros dépit avec le mystère de la chambre jaune, parce que une fois que de Gaston Leroux, une fois que l'énigme est éventée et clairement comprise, eh ben, c'est comme si la lecture tuait le livre. C'est-à-dire que, mais en fait, c'est... Ouais, parce que quand moi, je l'ai peut-être lu il y a très longtemps, mais l'énigme est résolue et le livre continue? Non, il y a plusieurs énigmes qui s'enchaînent. Oui. Mais, je dirais que le reproche que j'y ferais, enfin, c'est pas un reproche parce que bon, c'est un livre, c'est un grand classique aussi, mais, c'est que comment dirais-je? Le genre fantastique, il fait une concurrence déloyale au genre policier. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut croire, à un moment donné, faut croire vraiment des choses impossibles à penser. Faut choisir son camp. Oui, c'est vrai. Un livre que je fais semblant d'avoir fini. L'homme sans qualité de Robert Musil. Oui, parce que lui n'a pas fini non plus. C'est pour ça. L'excuse, elle est là. J'ai une excuse, c'est que lui non plus, il n'a pas terminé. Donc, voilà. Si même on pourrait dire la même chose d'ailleurs des pissenlits de Yasunari Kawabata. Ah oui, il n'a pas fini? Ah, il n'a pas fini. Le pissenlit, on n'en voit jamais la racine. Hein, vraiment, jamais. Mais pourquoi d'ailleurs lire un livre que l'auteur ne s'est même pas donné la peine de terminer? Franchement, peut-être qu'ils ont eu des crises cardiaques. Le livre que j'aurais aimé écrire. Alors ça, Novembre, de Flaubert, que lui avait répudié, parce que c'est un roman de jeunesse. Ouais, il avait dit à Louis Collet, c'est de la ratatouille sentimentale, je veux pas laisser paraître ça. Heureusement que je n'ai jamais publié ça, j'aurais honte. Mais c'est une merveille. Je veux dire, j'ai lu ça très jeune, je vais avoir 19 ou 20 ans, et je me rappelle très bien que le sentiment que ça donnait sur la vie, sur le monde qui vous environnait, c'était exactement celui que j'éprouvais à 17, 18, 19 ans. C'était vraiment ça. Et ça m'est resté à jamais. Donc, lui, il a jeté ça. Oui, c'est de ce niveau-là, en fait. Ah non, je l'ai pas lu, Novembre. Mais c'est parce que techniquement, lui, c'était comment dirais-je, un homme qui recherchait vraiment la perfection technique du récit, qui était pas forcément là, bien sûr, mais la tension intérieure du texte, elle vous habite à jamais. Alors, je veux bien être la corbeille à papier de Gustave. Oui, je veux bien. Quel est le pire livre que vous ayez jamais lu? C'est celui qui prétendait le meilleur dans un titre, le meilleur des mondes. Vous n'avez pas aimé. Et c'était assez moderne dans le genre. Oui, c'était bon. Je jouais le genre un peu dystopie, avec... quoi. Voilà. Ah, exactement. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde écrit des dystopies. Oui, tout le monde. On pourrait associer au meilleur des mondes, qui nous présente quand même le pire des mondes. Oui. 1984 de George Orwell. Alors là, les Anglais, c'est vraiment des brasseurs de déprime. Ouais. Donc. Et enfin, le livre que vous lisez en ce moment. Alors là, je suis en train de lire un essai de Robert Bréchon que j'avais pas lu à sa parution. Je crois qu'il datait au début du siècle, 2001 ou 2002, qui s'appelle Accord perdu
aux éditions de l'Escampette. Et il décrit en fait le corps, il fait une description de l'homme à travers toutes ses postures. Et il s'assoit, il marche, il s'allonge, il se promène, il voyage. Oui, voilà. Et donc, oui, il y a un très beau passage. Alors, pas de violoncelle, mais sur le violon. Ouais. Il y a un très beau passage, comme il regarde un soliste jouer, et il y a un très beau passage. Et donc, c'est l'homme en mouvement, en quelque sorte. Il a recensé tout ce qu'il avait écrit sur l'homme, sur la mobilité humaine, les voyages aussi, donc. Et je lis cela actuellement. Accord perdu, ça s'appelle. Très bien. Merci encore, Jean-Louis Hésine. Merci à vous de votre accueil si chaleureux, c'est agréable. Converser avec vous est un réel plaisir et également de vous lire, de lire La Chaise aux éditions Gallimard. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec le Figaro Magazine et non le Nouvel Obs. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est très important, lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Oui. Il y a de la chance.